Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, vous nous suivez tous les jours en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des progrès en cours dans la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est en tout cas comme cela que la Maison-Blanche présente l'avancée des discussions au cours des dernières heures entre les équipes américaines et chinoises réunies à Londres. Travail en cours. Il en faudra peut-être un peu plus pour les investisseurs pour être complètement rassurés sur cette guerre commerciale menée par l'administration Donald Trump. Des investisseurs qui ont déjà pris acte du fait que, partant d'une menace de 145% de droits de douane sur les produits chinois importés, il ne pouvait y avoir qu'un certain nombre de progrès. On est dans cette phase de progression sans toutefois beaucoup de détails ni même de conclusions autour d'un accord commercial ferme entre les États-Unis et la Chine, mais le sujet suit son cours avec toujours la question également de savoir quel sera l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation, sur les prix à la consommation. Et le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai n'apporte pas beaucoup de réponses à ce stade, si ce n'est qu'on a vu une inflation pour le troisième mois consécutif ressortir légèrement inférieure aux attentes du consensus des économistes. Pauline Gratel vous apportera tous les détails dans un instant. On a vu des taux se détendre un petit peu sur la publication de cette inflation américaine. Et puis, en lien avec la question de l'inflation, la question de la politique monétaire et la phase de succession de Jérôme Powell qui semble déjà ouverte aux États-Unis. Plusieurs noms sont en train de circuler, dont le nom de l'actuel secrétaire du Trésor Scott Bessent, qui fait partie des candidats potentiels au poste de président de la Réserve fédérale américaine. Je rappelle que le mandat de Jérôme Powell court jusqu'au mois de mai 2026. On verra comment est-ce que les investisseurs sont perturbés ou non par cette phase de candidature et de succession qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois en vue du départ de Jérôme Powell. Voilà pour les sujets du jour. Nos invités de Planète Marché avec nous dans un instant autour de cette table. Et puis dans le dernier quart d'heure, bien nous évoquerons vos métiers, le métier de gérant d'actifs. Qu'est-ce qui définit le métier de gérant d'actifs aujourd'hui dans un monde financier drivé par la gestion passive, l'avènement des ETF ou encore la diffusion de la technologie d'intelligence artificielle qui bouleverse bon nombre de métiers, mais également les métiers de la finance. Sur quels critères recrute-t-on aujourd'hui un gérant d'actifs? Nous en parlerons avec un recruteur, senior advisor chez Norman Alex. Sébastien Masson sera avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le chiffre du jour, c'était l'inflation américaine pour le mois de mai. Oui, pour la troisième fois consécutive, l'inflation américaine ressort inférieure aux attentes en mai, en hausse de 0,1% sur un mois et de 2,4% sur un an, après 2,3% en avril. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, elle progresse de 0,1% sur un mois en mai et de 2,8% sur un an comme en avril. Les droits de douane de Donald Trump n'ont pour l'instant pas eu de répercussions significatives sur l'inflation. Quels sont les mouvements qu'on a pu observer sur les marchés obligataires, notamment après cette publication, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se détend après la publication de l'inflation et s'établit entre 4,40 et 4,45%. Le rendement à 30 ans, lui, évolue autour de 4,90%, alors qu'il était remonté ce matin autour de 4,95%. Ce soir, les investisseurs attendent l'adjudication de la dette à 10 ans américaine et demain celle à 30 ans. Elles montreront l'intérêt des investisseurs sur les bons du Trésor dans le contexte de tension qu'on connaît. Enfin, sur le marché des changes, le dollar stagne aujourd'hui et l'euro-dollar se traite autour de 1,1450. Et puis des progrès en cours sur le front de la guerre commerciale. La Chine et les États-Unis se sont accordés sur un cadre pour poursuivre leurs négociations. Oui, ça s'est passé cette nuit à Londres, mais l'accord doit être encore validé par les présidents chinois et américains. Donald Trump a souligné les excellentes relations entre les deux pays sur son réseau, mais le manque de détails concrets ne rassure que peu les investisseurs qui restent sur la réserve aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que les deux puissances sont donc d'accord sur un cadre général et Pékin fournira Washington en terres rares. Qu'en est-il des indices actions aujourd'hui, Pauline? Les indices en Europe évoluent globalement en territoire positif, mais relativement proche de l'équilibre pour la plupart.
$. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont à l'équilibre, tout comme le CAC 40 qui était en légère hausse ce matin avant de perdre une partie de ses gains pour tourner autour de 7800 points. Les valeurs du luxe et Publicis sont en hausse aujourd'hui. Aux États-Unis, les indices sont globalement ouverts à l'équilibre et le Nasdaq est en hausse de 0,2% dans les premiers échanges. Et c'est donc en Asie, la nuit dernière, qu'on a observé finalement les plus fortes progressions sur les indices actions. Oui, la plus forte hausse, c'était à Hong Kong où le Hang Seng a gagné près de 1%. Le Nikkei japonais a également clôturé en hausse de 0,5%. Sur les marchés obligataires, alors que les taux japonais sont toujours sous surveillance, le rendement à 10 ans se détend autour de 1,45% et le rendement à 30 ans est stable autour de 2,90% et le yen est également stable par rapport au dollar. Un mot des entreprises et Fnac Darty signe aujourd'hui une belle hausse sur le marché parisien. Oui, après avoir présenté son plan stratégique à horizon 2030, le titre bondit de près de 10% au cours de la séance. L'enseigne vise une marge opérationnelle en hausse de 3% d'ici 2030 et pourra réaliser des opérations de fusion-acquisition. Le groupe annonce également ouvrir 150 nouveaux magasins en Europe et souhaite développer ses services aux entreprises. Et puis un mot dans le secteur du commerce d'Inditex, lanterne rouge aujourd'hui de l'indice Stoxx 600. Oui, le groupe propriétaire de Zara et Massimo Dutti, entre autres, fait état de ventes inférieures aux attentes au premier trimestre. Toutefois, malgré les incertitudes liées aux tarifs, le bénéfice net s'établit en légère hausse sur la période. Ce n'est pas assez pour rassurer les investisseurs. Le titre cède 5%. Quels sont les rendez-vous à l'agenda de demain pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain des prix à la production aux États-Unis pour le mois de mai et on regardera aussi la balance commerciale et la production industrielle britannique pour le mois d'avril. Pauline Gratel avec nous chaque soir qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defels est avec nous, directeur général et responsable de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre, banque privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Damien Charlet nous accompagne également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Grégoire. Où est passée l'inflation qu'on nous promettait avec les tarifs de Donald Trump, certes révisés un peu à la baisse par rapport à ce qu'il nous promettait au jour de la libération début avril, mais néanmoins le mois de mai était marqué déjà par la mise en place d'un certain nombre de tarifs à minima, mais quand même des tarifs supérieurs à ce qu'on connaissait auparavant. Damien, les États-Unis ont collecté de l'argent avec les tarifs. Visiblement, on a du mal à le voir dans le chiffre d'inflation qui est paru aujourd'hui. Oui, alors peut-être que ce qui peut expliquer justement cette surprise, c'est que vous avez quand même beaucoup d'entreprises qui ont largement augmenté leurs stocks en prévision des tarifs, donc elles sont peut-être en train encore d'écouler ces stocks justement et qu'elles ont évité d'augmenter les prix tout de suite. On avait eu il y a quelques semaines des constructeurs auto qui nous disaient qu'ils ne montraient pas leurs prix avant d'avoir liquidé leurs stocks. Ouais. Donc, c'est 3 mois à peu près, la rotation moyenne des stocks. Dans l'ensemble aux États-Unis, secteur par secteur, ça peut être très variable, mais c'est à peu près 3 mois le niveau de stock moyen aux États-Unis. Absolument. Et ce constructeur, je crois qu'il il disait que ces stocks pouvaient l'emmener jusqu'au mois de juillet. Ah. Donc ça peut être une explication. Maintenant, l'autre explication, ça peut être aussi que l'inflation, elle est calculée sur un certain nombre de sous-jacents qui ne sont pas forcément tous impactés par les droits de douane. Une grosse partie de l'économie, c'est les services, et les services, a priori, ils sont quand même moins concernés par les droits de douane. Donc déjà là, vous avez un moteur d'inflation qui est moins puissant. Et en ce qui concerne les biens, là, effectivement, l'impact peut être plus important, mais l'impact, il concerne pas forcément tous les coûts. Hein. Les coûts, c'est que les intrants qui arrivent de l'étranger, donc c'est qu'une partie des coûts. Donc cette inflation, elle va se ressentir dans les biens potentiellement avec d'abord doucement et puis on en discutait tout à l'heure. Ouais. Peut-être que les augmentations de prix, elles vont pas se faire que aux États-Unis, mais qu'elles vont se faire sur d'autres zones géographiques. Pour justement éviter de faire peser tout le poids des droits de douane uniquement sur les Américains. Sur le pauvre petit consommateur américain. Et il n'a pas d'argent, mais qui épargne. Mais bon, à la limite, j'allais dire, de toute façon, on est sur des niveaux d'inflation de 2,8, 2,9. Bon, ok, les objectifs c'est 2%. Je considère qu'à 2,8, 2,9, on n'est quand même pas très très loin des objectifs. Aujourd'hui, les investisseurs ils regardent à 0,1% près ce qui se passe sur l'inflation. Moi, je trouve ça un petit peu absurde. Après, les droits de douane, notre sentiment, c'est que de toute façon, ça sera un one shot. Hein, donc, les entreprises vont augmenter les prix
potentiellement, effectivement, il y aura un petit pic d'inflation. À quel niveau il va atteindre? Est-ce que ça sera 3,5? Est-ce que ça sera 3? Est-ce que ça sera 4? J'en sais rien. Mais cette inflation, potentiellement, elle va durer jusqu'au troisième trimestre. Et puis derrière, ça se régularisera parce que on est quand même, malgré tout, dans des économies, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, qui sont en ralentissement. Et à notre sens, qui dit économie en ralentissement, en plus, gain de productivité, que ce soit par l'IA ou par autre chose, ça veut dire que les moteurs d'inflation structurelle, pour nous, ils sont quand même assez faibles. Et cet élément-là, je pense qu'on le retrouve clairement dans l'économie européenne, où l'inflation, elle est en train de chuter à très grande vitesse. On est sur des niveaux d'inflation qui sont, dans certains pays, largement en dessous de 2. Oui. Voire de 1. En Chine aussi, enfin, on est sur, ça peut être des autres raisons, mais dans toutes les zones géographiques, l'inflation est en train de ralentir très fortement, et dans certaines zones, elle est même franchement faible. Donc on voit bien que les moteurs sous-jacents de l'inflation, quand même, ils sont pas évidents. Enfin, c'est pas évident de prévoir une inflation durable. Donc le risque inflationniste lié au tarif, vous dites, c'est plus un sujet, c'est plus un risque aussi important que ce qu'on pouvait imaginer ou craindre il y a peut-être encore quelques semaines ou quelques mois. Moi, je suis pas convaincu. Ouais. Honnêtement, je suis pas convaincu du tout. Ouais. Cette question de l'impact des tarifs, alors sur les prix, comment vous y réfléchissez et notamment du point de vue des entreprises. Est-ce que les entreprises ont la capacité de mettre en place des stratégies qui permettent de contourner encore ces droits de douane? Est-ce qu'elles peuvent en prendre une partie sur leur marge? Est-ce qu'elles auront la volonté, si elles le peuvent, de passer le maximum de ces hausses de coûts pour elles dans les prix finaux aux consommateurs? Est-ce qu'on a des débuts de réponse de ce point de vue-là, Nicolas, à l'issue notamment des publications du premier trimestre? Alors, premier point, je souscris assez volontiers à ce que Damien vient d'expliquer. C'est ça, Damien, hein? Oui. Il y a indéniablement un écart entre l'idée qu'on se fait de l'inflation aux États-Unis en 2025 post-trade wars ou guerre tarifaire et l'instantané. Donc il ne faut pas surlire une donnée mensuelle du mois de mai. S'agissant des entreprises, il y a autant de cas il y a tous les cas. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des positions qualitatives aux États-Unis ou qui sont sur des segments qui ne trouvent pas forcément de concurrence américaine, qui vont passer des hausses de prix. En fait, le vrai sujet, c'est pas tellement cela, c'est de mesurer si ce pricing power, notion qui est parfois abusivement utilisée, usurpée, se traduit par un effet de cannibalisation ou destructeur sur les volumes, ou pas. Ouais. C'est ça le véritable enjeu pour les entreprises. Vous avez des entreprises qui ont déjà, par leur body language ou plus ou moins de façon explicite, dit qu'elles se concentreraient moins sur le marché américain. Et ce qui est le plus frappant dans tout ça, et c'est des tentatives de réponse à vos interrogations, des entreprises celles qui ont décidé d'ouvrir des nouvelles unités de production aux États-Unis, c'est l'exception. Ouais. C'est rare. Alors, de raconter des histoires, j'ai déjà une implantation et je vais augmenter les cadences de mon usine du Texas ou d'ailleurs de 10% ou de 30%, c'est très bien. Ça occupe l'espace de temps de parole. Mais sérieusement, on ne voit pas pour l'instant, en tout cas moi je n'ai pas en tête, de cas d'entreprise qu'on entend sur ce sujet concrètement depuis au moins la publication des données du premier trimestre, puis toutes les conférences qui ont lieu depuis. On ne voit pas de grands changements en matière de supply chain à ce stade. Non. Mais il faut dire aussi que d'une part, ce sujet de produire là où on vend, c'est un sujet qui a une décade et demie ou deux. C'est ça. Ça fait longtemps. Dans une stratégie d'entreprise, c'est pas nouveau. La meilleure protection, le meilleur edge contre tout, y compris contre le sourcing. Oui. Mais après, le forex, enfin le change, c'est de produire au maximum là où on vend. Ça fait aussi 20 ans que le modèle d'expatriation, ça n'a rien à voir. Mais il faut être américain en Amérique, brésilien en Brésil, chinois en Chine. Donc tout ça participe d'une organisation des systèmes de production des entreprises pour lesquels les tarifs est, allez, on va dire un ajustement, un accélérateur. Bon, deuxième chose, il y a eu Trump 1. Souvenez-vous de Trump 1 et l'état de l'industrie automobile et les chaînes de production au Mexique. Et c'était un peu encore plus concentré. Je dirais, on pointait du doigt les zones les plus proches. Mais déjà, ça a été un sujet de réflexion. Et souvent, on entendait des entreprises qui nous répondaient à l'époque, ça a déjà 8 ans.
en fait, on peut déplacer ailleurs, mais on ne remplacera pas aisément la Chine dans sa capacité à produire à bon coût, de qualité, dans les temps, avec une supply chain qui est très rodée. Il me semble que tout ça, c'est complètement à l'œuvre aujourd'hui. Oui. Et ça s'est même encore un peu plus magnifié, peut-être, ce pouvoir de production chinois sur des segments à haute valeur technologique, etc. C'est quelque chose qui n'existait peut-être pas autant il y a 10 ans. L'opinion qu'on peut avoir sur la qualité des produits chinois n'est pas la même il y a 8 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est significativement supérieure. Et vous dites là aussi, gardons la tête froide sur l'impact que ces droits de douane, ils en auront bien forcément, mais auront sur la marge des entreprises, leur capacité à faire du business et les marges qu'elles sont capables de générer, Nicolas. Alors, Grégoire, gardons la tête froide. Oui, vraiment. On va pas préempter sur votre invité tout à l'heure. On a très chaud dans mais le métier de gérant, ceux qui nous regardent. Mais notre job de gérant, c'est de garder la tête froide. Ouais. Tout est fait pour nous faire réagir tous les jours avec des déclarations qui sont plus ou moins intéressantes, ça veut dire plus ou moins inintéressantes. C'est un sujet de fond. Et on ne va pas prétendre, parce qu'il y a une accalmie des indicateurs de volatilité, que tout ça est extrapolable. En fait, on n'en sait rien. En revanche, ce qui, moi, me frappe beaucoup, et on a 4 ou 5 trimestres de recul dans nos rencontres avec les entreprises. Ouais. On se voit souvent avec Louis, on rencontre des boîtes tout le temps. Bien sûr. Je note une gestion lucide, sans panique, avec beaucoup de flegme, de ce sujet sérieux. On va bien voir, mais on ne va pas ajuster notre processus au mois le mois, alors que par essence, augmenter une cadence de production, ça prend quelques mois, et construire une nouvelle usine, ça prend 3 ans. Il n'y a pas de réflexion avancée d'une réorientation de l'empreinte industrielle des entreprises mondialisées aujourd'hui. Si, la réflexion est omniprésente, mais il n'y a pas forcément de décision drastique. C'est un sujet de fond qui va continuer à prendre de l'ampleur, et je trouve ça extrêmement encourageant. Louis, vos commentaires là-dessus. Et puis sur le fait aussi que les indices actions soient revenus sur les sommets. En 2 mois après le choc de Liberation Day, on revoit des records ou des niveaux quasi-records sur la plupart des indices actions, au moins des pays développés aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur les droits de douane, là je sors tout juste du Forum Odo, et on a rencontré notamment la société Thermador, qui est un grossiste, donc qui achète notamment en Italie et beaucoup aussi en Chine, et qui revend donc au Leroy Merlin, dans les bâtiments, donc dans beaucoup de différentes industries, que ce soit dans l'eau, dans les bâtiments, donc dans les fluides, beaucoup de choses. Et ce qu'ils ont dit, c'est que les fameux droits de douane, l'Europe, en tout cas une société comme Thermador, est un gagnant indirect. Pourquoi ? Parce que les Chinois, maintenant, avant qu'ils exportaient à fond vers les États-Unis, veulent déverser à fond vers l'Europe et sont prêts à faire des réductions massives. À discount. À discount, c'est très vrai. En plus, il y a le coût de fret qui est en train de rediminuer. Et c'est vrai que Thermador, qui avait explosé post-Covid, que tout le monde voulait faire des piscines, faire de la rénovation, faire du bricolage. Donc c'est vrai qu'ils nous ont dit que le mois de mai, il a fait beau. Les gens, de nouveau, ont été dans les magasins de bricolage. Donc c'était plutôt bon signe. Et ils nous ont dit, c'est vrai que les prix avaient énormément monté. Je crois que sur post-Covid, pendant 3 ans, les prix ont augmenté de plus de 20%, donc forcément il y a eu un impact un peu à un moment sur les volumes avec les effets de base. Les prix étaient un peu en baisse, ça se stabilise, mais les prix en baisse ont été largement compensés par des achats venant de la Chine beaucoup moins chers. Alors que par exemple en Italie, qui est une autre partie de leur source de production, eux n'ont pas baissé les prix. Donc voilà, dans la guerre indirecte des droits de douane, l'Europe s'en sort plutôt bien, parce que voilà, on en parlait, on a beaucoup de services aussi en Europe, et pour les peu de sociétés, il y a quand même beaucoup de sociétés industrielles, notamment italiennes, françaises ou même allemandes, très souvent elles vont sourcer en Chine. Donc c'est vrai qu'en ce moment, si on peut avoir des coûts de production plus faibles, on ne va pas bouder notre plaisir. Alors ça rajoute une pression concurrentielle quand même dans certains secteurs, j'imagine. Ça rajoute de la pression concurrentielle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'Europe va ressortir le grand gagnant, et on l'a vu clairement pendant Liberation Day, les États-Unis ont été nettement plus sanctionnés, l'Europe est revenue beaucoup plus vite au plus haut, ça me rappelle en fait ce qui s'est passé à Liberation Day, c'est un peu pendant le Covid, tout a été entraîné
avec l'eau du bain, et puis les sociétés finalement qui n'avaient pas d'impact des droits de douane ou qui étaient très peu exposées aux consommateurs américains qui est en train de ralentir, mais elles ont rebondi très vite. Et c'est vrai que nous, on a dû, donc chez Gussac Gestion, regarder les sociétés qui n'ont à peine rebondi, qui avaient des impacts sur les droits de douane. On a une société qu'on aimait beaucoup, malheureusement, on a dû la céder, c'est MIPS. Ils vendent des technologies, par exemple, pour les casques de vélo, de ski, etc. Le petit sticker jaune, exactement, sur les stickers jaunes, notamment. C'est que le problème, c'est que c'est une société qui est qu'on aime beaucoup, qui repartait en forte croissance, mais le problème, c'est qu'ils fabriquent tout en Chine, et une grande partie de leur chiffre d'affaires, c'est aux États-Unis. Donc là, c'était le combo perdant. Là, c'est le pire positionnement possible, entre guillemets. Pire positionnement. Donc là, le titre a rebondi parce que forcément, il y a un accord qui est en train de se faire entre la Chine et les États-Unis. Mais voilà, donc aujourd'hui, nous ne boudons pas notre plaisir. Ça fait des années que l'Europe sous-performe. C'est vrai que les États-Unis, c'était le moteur de croissance depuis 2014, notamment par les relances budgétaires. Tout le monde se réinquiète aujourd'hui de la dette des États-Unis. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, nous, on est en relance budgétaire. On a vu avec les Allemands le fameux plan de 500 milliards. Nous, voilà, on va pas bouder la plaisir. Et pour vous, ce jeu, enfin, ce concours de beauté permanent dans les marchés, oui, il peut continuer de profiter alors, parce que je suis d'accord, en relatif, il y a peut-être une situation en Europe qui fait un peu plus envie, puis il y a un positionnement des investisseurs très tilté US quand même depuis au moins une bonne paire d'années, etc. Le besoin peut-être de se réallouer un peu de capital ailleurs, se diversifier, etc. Mais oui, l'Europe, l'intérêt ou l'attractivité de l'Europe peut dans le temps quand même perdurer au-delà d'un simple jeu relatif, quoi. On le pense clairement, il y a eu énormément de flux qui sont partis l'année dernière, qui sont sortis vers les États-Unis. Ils sont en train de revenir. Là, je crois que c'est une stat de Goldman Sachs qui dit qu'il n'y a jamais eu autant de flux re-rentrants sur les large caps là ces dernières semaines, mois. Donc voilà, c'est plutôt positif, on va pas bouder notre plaisir. Et surtout, pourquoi ? Parce que l'euro est en train de s'apprécier. Vous avez vu la différentielle de taux entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est pas pénalisant à un moment pour notre entreprise ? Si l'euro remonte trop, c'est peut-être pour ça que Christine Lagarde a fait plutôt une pause cet été. Le 24 juillet, je pense qu'elle voulait partir en vacances. Et elle a redonné la patate chaude à la Fed, qui, elle, devrait normalement baisser ses taux en septembre, notamment après les derniers chiffres de l'inflation, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je pense que Christine Lagarde a baissé les taux à 2%. Taux neutre. Maintenant, elle redonne la main à la Fed. Si la Fed baisse ses taux, elle le baissera aussi parce qu'elle n'a pas envie d'aller trop fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient « Ah, mais pourquoi il n'est pas allé plus fort, sachant que l'Europe ralentit ? Pourquoi il n'est pas passé à 75 ?» Ça aurait été comme beaucoup plus expansionniste et tout. Et je pense qu'elle prend un peu son temps. C'est assez malin pour pas que l'euro monte trop fort. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend encore 3% de croissance des bénéfices par action en Europe pour les large caps. C'est vrai que si l'euro remonte trop fort, trop vite, forcément, ça pourrait impacter la croissance des bénéfices par action pour les large caps. Bon. Compliqué le Forex, mais c'est vrai que où on attendait, je sais pas, que des tarifs sur le territoire américain fassent plutôt monter le dollar, c'est plutôt l'inverse qui se produit, par exemple, Damien. Oui, alors c'est l'inverse qui se produit, mais pour des raisons qui sont, j'allais dire, plus psychologiques qu'économiques, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'investisseurs commencent à se méfier un peu de Trump et de ses décisions. Donc ils essaient de diversifier un peu la devise de leurs actifs. Enfin, ils diversifient leurs actifs tout court. Ouais. Donc indirectement, ils vendent du dollar. Et puis la deuxième chose, quand même, c'est que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Sur la faiblesse du dollar, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on disait. Normalement, les droits de douane aux États-Unis aurait dû plutôt faire monter, ou le taux de change en tout cas aurait dû compenser la hausse des droits de douane sur le territoire américain. C'est vrai que c'est le phénomène inverse auquel on assiste. Je me souviens. Non, c'est qu'en fait, un des moteurs des devises, c'est les taux d'intérêt. Bon, alors là, en l'occurrence, les taux d'intérêt, ils ont plutôt tendance à s'écarter en faveur des États-Unis. Donc ça, normalement, c'est haussier dollar et non pas baissier dollar. Donc pour que le dollar faiblisse, pour que le dollar remonte, il faudrait que pour que le dollar, normalement le dollar aurait dû monter parce que les écarts de taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt vont dans ce sens-là et que les droits de douane normalement auraient dû être. En l'occurrence, si la Fed commence à baisser ses taux alors que l'Europe ne bouge pas, normalement le dollar devrait continuer à s'affaiblir. Mais le moteur numéro un qui a fait dans un premier temps le dollar s'est affaibli, c'est que la croissance américaine. Les prévisions ont largement plus diminué que la croissance européenne. Et je pense que c'est surtout ça le moteur. C'est-à-dire qu'en début d'année, on attendait une croissance américaine supérieure à 2%, même à 2,2, 2,3. Aujourd'hui, on est à 1,4. Donc c'est quand même une forte révision en baisse de la dynamique américaine. Alors, il y a des révisions en baisse en Europe aussi, mais elles sont très marginales en fait par rapport aux États-Unis, puisque nous, on a dû passer de
Aujourd'hui, on doit être à 0,8 ou 0,7 alors qu'on était à 0,9 en début d'année. Donc finalement, la dynamique européenne est pas si mauvaise que ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique pourquoi les marchés européens surperforment. Ouais. Enfin, c'est une des principales raisons pour lesquelles les marchés européens surperforment. Les surprises économiques sont meilleures, quoi. Oui, et en fait, la deuxième chose, c'est que alors, qui dit surprise économique au niveau PIB dit évidemment aussi meilleure résistance au niveau des résultats des entreprises. Parce que là aussi, les résultats des entreprises américaines ont été très largement révisés en baisse, alors qu'en France, en Europe, ça a été un peu révisé en baisse, mais beaucoup moins. Et je pense que la raison pour laquelle Christine Lagarde fait une pause, c'est parce que l'économie européenne, elle tient bien. Et donc, elle a aujourd'hui pas vraiment besoin de baisser ses taux d'intérêt parce que on a une économie européenne qui montre que le marché de l'emploi se tient, le pouvoir d'achat se tient. Et donc, elle n'a pas besoin de soutenir. Et donc, il vaut mieux qu'elle garde ses cartouches pour le jour où, potentiellement, l'économie européenne ralentira davantage qu'aujourd'hui. Donc, pas de précipitation. Et en même temps, les banquiers centraux, même ceux qui sont au quiche, disent si jamais ça ralentit, on n'exclut pas sera capable d'ajuster encore. De baisser davantage au troisième trimestre, au quatrième trimestre, même les Autrichiens et les Allemands. Donc là, c'est une pause. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'idée. Enfin, je ne suis pas sûr que l'idée derrière, ce soit particulièrement les devises. Il n'y a pas de problème d'inflation. Au contraire, potentiellement, on sera amené à baisser les taux d'intérêt plutôt parce qu'on aura de la déflation. La semaine prochaine, la Banque nationale suisse ramène son taux directeur à 0, a priori. Oui, alors ils sont en déflation. Voilà. C'est que structurellement, c'est déflationniste. La Suisse est structurellement déflationniste, mais ils sont pas loin de nous, quoi. Non, ils sont pas loin de nous, mais ils ont une monnaie encore plus forte que nous. Donc on l'a pas dit aussi, mais la monnaie forte, ça peut être un inconvénient compétitif, mais c'est un avantage sur l'inflation parce que c'est déflationniste, une monnaie forte. Très productif aussi, la Suisse, si on cherche les différences avec nos économies. Sur la faiblesse du dollar, comment vous l'analysez à ce stade, Nicolas, et quels sont les déterminants? Qu'est-ce qui pousse le dollar à la baisse et qui pourrait continuer de le faire ou non? Sujet intéressant parce que c'est un peu la mère nourricière de beaucoup de choses. Moi, j'ai jamais été très partisan de la tenue d'une monnaie dépend de ses taux d'intérêt. C'est un critère. La réalité, c'est qu'on voit exactement le contraire aujourd'hui. Il y a des écarts de taux qui sont monstrueux des deux côtés de l'Atlantique, avec un momentum qui n'a rien à voir, et il n'y a pas eu de dépréciation, il n'y a pas eu un renforcement du dollar. Donc il y a d'autres, c'est un critère, il y a d'autres facteurs qui sont à l'œuvre. Et pour dire les choses, d'abord sur le court terme, on est à 1,14 € contre dollar. On était à 1,11 il y a 7 ou 8 mois. Souvenez-vous qu'avant l'élection de Trump, qui a été, on va pas faire l'histoire après coup, ça n'a aucun intérêt. C'est comme sur les marchés, c'est pire sur les marchés, il faut jamais la refaire. Mais on l'a vu venir. Donc il y a eu un espèce de jeu de compensation par anticipation qui s'est en partie défait. Je crois qu'il y a plus que ça aujourd'hui. Et que les éléments depuis 4-5 mois se mettent en place pour peut-être la fin d'un cycle de hausse du dollar. D'accord. Et peut-être, c'est une autre façon de le dire, le début d'un cycle de baisse du dollar. Et historiquement, ça prend un peu de temps. C'est pas des cycles de 2-3 mois. Ça peut s'étaler sur 12-18 mois. Je ne sais pas répondre à cette question, Grégoire, parce que les marchés, quand ils sont convaincus par un scénario, ont tendance à aller plus vite et plus vite que nous. Oui. Donc, mais si on parle de grand cycle, d'abord, on n'aura pas la réponse dans un mois ou deux si on se revoit, mais ça peut se compter en nombre d'années. Et pourquoi ? Je pense que la raison principale, c'est que la qualité de la gouvernance américaine, il y a un avant et un après. Est-ce que c'est pour de bon, pour toujours ? Vu l'inconstance du propos, mais il n'y a pas d'inconstance de l'attitude. Elle est la même. Donc, la gouvernance, ça veut dire Trump, mais ce que émet l'Amérique en termes de capacité à attirer du capital. Mais ça vaut pour Trump et le successeur de Trump et le successeur du successeur de Trump. Je sais pas, il va rester, il va vouloir accepter des prochaines élections. Tous ces sujets-là sont sur la table. J'entends. Et ces sujets-là sont sur la table aux États-Unis, pas nous qui pouvons avoir toujours notre dose de scepticisme ou d'anti-américanisme caché. Non, c'est aux États-Unis. Pas caché. Non, mais c'est aux États-Unis qu'il faut écouter les messages. Ah oui. Or,
un capital, la force du dollar, les pouvoirs exorbitants du dollar, définition qui avait été utilisée par Giscard d'Estaing et qui a été reprise plein de fois, c'est lié aussi au fait que une monnaie, le capital doit être bienvenu et bien traité pour rester dans une devise. Et donc ça veut dire... Parce que l'envie de se diversifier en dehors du dollar, de dire les choses autrement, de se désensibiliser au côté impérialiste aussi du recours au dollar, il est universel. Ça fait 10 ans que les boîtes qu'on voit, qui sont en Inde, transactent avec la Chine ou avec l'Amérique latine, soit en réal, soit en roupies, soit en rouble russe. Donc, on va dire, le Sud global a déjà fait fi de cette surdépendance au dollar. Et nous, on aimerait bien trouver un rôle de monnaie de réserve de même acabit. Oui, j'entends. De même acabit. Pas de bol, en 2024, c'est l'or qui est devenu le deuxième actif de réserve derrière le dollar et devant l'euro. Alors l'or a pris 30%, en prix de marché, ça joue beaucoup, mais il y a aussi tous les achats d'or. Peut-être pour compléter, il y a le court terme et il y a le long terme. Oui. Sur le long terme, peut-être pour qu'un cycle s'enclenche, parce qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle pas un cycle. Ça suscite des questions et un réajustement. Peut-être que ça s'exprimera quand la Fed baissera ses taux. Peut-être que si le scénario de 2026, c'est 5-6 baisses des taux, là, ça peut entamer une deuxième phase. Mais si le point clé, je reviens au début de votre propos, Nicolas, c'est la question de la gouvernance des États-Unis, ça veut dire que ce qui va se passer sur la succession de Jérôme Powell, ce qui se passe par exemple en Californie aujourd'hui où l'administration Trump décide d'envoyer les Marines et la garde nationale, peut-être de manière un peu prématurée, ce qui se passe avec Harvard et les grandes facs américaines, c'est au moins peut-être aussi important pour un investisseur global que ce qui se passe sur les droits de douane. La Fed, dans l'ordre d'importance... je l'ai dit en première. Voilà, mais moi j'ai entendu des stratégistes dire ce qui se passe à Harvard, c'est peut-être un effet Brexit qu'on n'a pas encore vu, mais il y a peut-être une nature aussi puissante, aussi forte que ce qu'a été le Brexit en 2016 pour l'UK. Pour dire les choses autrement, la qualité de la signature américaine a changé depuis quelques mois. Donc ça se reflète potentiellement ou sur le dollar, ou tout de suite sur le dollar, ça se reflète sur les obligues et sur notre capacité à penser que ce pays qui a toujours été mu par un volontarisme économique pour faire de l'argent et faire de la productivité, pour protéger le capital, avec des banquiers centraux qui étaient la banque centrale de référence du monde, tout en attirant les talents du monde entier pour créer de la croissance, tous ces éléments-là sont émotivement heurtés et peut-être fondamentalement déjà en train d'être fragilisés. Et donc un boulevard pour l'Europe, alors je reviens à vous. Oui, c'est un boulevard dans l'Europe, en effet, ce qu'a dit Nicolas, c'est vrai que on a fait 1,11, on est tombé quasiment à la parité et on est revenu, donc on a juste corrigé les excès de l'exceptionnalisme qui était vraiment l'aboutissement, c'était l'élection du président Trump. Donc là, on a corrigé. C'est vrai que là, on a un 14. Et nous, on pense qu'on va avoir, comme disait un peu Nicolas, la deuxième phase haussière de l'euro par rapport au dollar, peut-être un 20. Après, c'est hyper difficile de le savoir, mais le mécanisme est enclenché. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, ça y est, on arrive un peu en fin de cycle aux États-Unis. Ça fait 2 ans qu'on pensait, que tout le monde disait qu'on est en fin de cycle aux États-Unis. Et tout ce qui se passe avec les droits douanes, en fait, c'est même sans Trump et sans les droits douanes, on arrivait comme en fin de cycle. Donc là, ça va peut-être précipiter les États-Unis dans cette fin de cycle au moment où l'Europe va beaucoup mieux. Rappelez-vous, il y a eu des différents problèmes. Aujourd'hui, tout le monde parle du problème de la dette. C'est vrai qu'il y a la Fed qui pourrait intervenir à chaque fois. Il y a eu le UK, le problème de la dette. Ils ont, à un moment, avec le problème du ministre, ça a été réglé en 2 secondes. Et rappelez-vous, de 2012 à 2014, la dette en Europe, ça a été une catastrophe. On a mis 2-3 ans à régler le problème de la dette avec la Grèce, etc. Aujourd'hui, maintenant, l'Union européenne a compris qu'il fallait intervenir hyper rapidement. Et l'exemple le mieux, c'est enfin l'Allemagne. Ce fameux plan de 500 milliards, c'est vrai que c'est beaucoup d'annonces. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et de nouveau, nous qui sommes aussi plus des gérants, donc des stock pickers de terrain, ce qui était parce que ce chiffre de 500 milliards, oui, ou 1000 milliards même, voilà, les économistes aiment bien brandir des gros chiffres, mais pour les entreprises que vous rencontrez, ça veut dire quoi ? Et donc là, on a vu la société Wavestone, qu'on aime beaucoup, Pascal Imbert, qui est donc une société de conseil en informatique, donc qui sont présents aux États-Unis, en Europe et notamment en Allemagne, avec le rachat de l'année dernière de Cuperior, donc une très belle société qui est
présent dans l'industrie allemande. Et on lui a vraiment posé la question, est-ce que le plan de 500 milliards, est-ce que c'est vraiment efficace ? Et clairement, il nous a dit, oui, c'est vraiment efficace. À court terme, au début, évidemment, pour la défense. Bon, malheureusement, eux sont peu présents dans la défense. Ça va être très présent aussi pour l'énergie, le transport. Il nous a donné l'exemple Deutsche Bahn, c'est un de leurs grands clients, qui était en train de ralentir. Et là, d'un coup, paf, ça y est, c'est reparti. Les chemins de fer suisses aussi en indirect, parce qu'ils sont pas mal dessus, c'est en train de repartir. Dans l'énergie, c'est en train de repartir à fond. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est la dérivée seconde. Ça va ruisseler aussi sur le reste de l'Allemagne. Et donc, c'était assez intéressant, notamment toute l'industrie et tout. Donc, il était assez positif en disant, ce plan de 500 milliards, donc on va pas voir les premiers effets en 2025 et ça va arriver sur 2026. C'est pour ça que l'Europe va beaucoup mieux, parce qu'on va commencer à acheter la croissance des BPA pour 2026. Comme je disais tout à l'heure, en Europe, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de croissance de bénéfices des actions. À zéro, voilà, ça fait 3 ans qu'on a zéro. Bon, on irait aux US, c'est pareil. Si vous retirez les 7 magnifiques, le S&P 493, il n'y a pas de croissance de BPA aussi depuis 3 ans. Donc on n'a pas boudé de plaisir par rapport aux US hors les 7 magnifiques. Donc voilà, donc ce que disait Pascal Imbert, c'était quand même hyper intéressant en disant que ce plan de l'Allemagne, ça va redonner ce choc de confiance que l'Europe manquait. Il a dit, c'est une vraie bonne nouvelle pour l'Europe. Bon, ça va pas. Et c'est pas joué encore, parce que alors on parle beaucoup des valeurs de la défense, mais c'est vrai que le marché a la capacité aujourd'hui à aller de plus en plus vite pour intégrer, factoriser les éléments qui changent dans le scénario. Aussi, hein. Alors voilà. Non, mais ça va arriver. C'est ça que c'est 500 milliards, particulièrement voilà sur 3 secteurs, transport, énergie. Mais tout n'est pas encore pleinement joué par le marché. C'est que le début. Je pense que les gens sous-estiment, parce que très souvent, vous connaissez les politiques, souvent il y a beaucoup de plans d'annonce et puis ça ne suit pas, mais là clairement il était assez emballé sur le plan, et il dit même la défense, qu'au de temps en temps, il y a les valeurs de la défense aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'y aller vu les niveaux de valorisation, mais il y a plein de dérivés secondes liés à la défense, indirectement. Et ça va rejaillir surtout, même la France qui n'a pas l'impact direct, je pense que ça va faire du bien à la France, donc c'était très rassurant au niveau de la confiance, parce que vous savez que contrairement aux US, si on reparle encore sur le dollar, les États-Unis, eux, arrivent en fin de cycle, ils ont complètement consommé leur épargne Covid, alors qu'en Europe, on a une épargne très importante qui attend que ça, c'est le choc de confiance pour relancer la consommation. Et ça va le marché, le rattrapage des petites et moyennes capitalisations boursières en Europe, on a du mal à le voir aux États-Unis, mais on le voit plutôt en Europe. C'est le reflet en partie de ce que vous décrivez Alors, oui. c'est en partie, ça fait 3 ans que la classe d'actifs a souffert pour tout ce qui était contre eux, qui est en train de changer, donc c'est-à-dire des taux élevés. Bon, là, ça fait 8e baisse de taux qui est là. Maintenant, quand l'euro est plus élevé, c'est des sociétés locales, donc elles ne sont pas impactées par un euro plus fort, et au contraire, elles ont plus, quand elles achètent à l'étranger, elles achètent mieux. Et aussi, politique de flux. Et voilà, aujourd'hui, on a vu les flux qui sont en train de revenir. Ça me rappelle beaucoup 2012, quand Draghi était dit la même phrase, whatever it can. C'était remonté vers les larges, puis les mid, puis les small, et enfin les micro-caps. Et derrière, il y a eu un rallye de 5 ans de surperformance des small caps. Donc on peut espérer, après 3 années de forte sous-performance, voilà, on ne va pas crier victoire trop tôt, parce qu'il y a beaucoup de faux départs, mais en tout cas, on reste relativement confiant. Mais dans un moment comme ça, oui, on peut se permettre peut-être de remonter un peu le niveau d'enthousiasme, quoi. On remonte le niveau d'enthousiasme. Dire les choses. On ne va pas bouder notre plaisir. On va pas bouder notre plaisir. Ne boudons pas notre plaisir. Donc on surfe sur l'enthousiasme de Louis vis-à-vis de l'Europe, des actions européennes. C'est vrai que, bon, on habite en France, en Europe, vous êtes des gérants d'actifs en Europe, on a envie naturellement de privilégier, j'allais dire, les actions de notre zone géographique. En tout cas, c'est un biais, biais naturel, j'imagine. Mais oui, mais là, en l'occurrence, là, il y a des bonnes raisons de le faire. On va dire qu'il y a 3 dynamiques. Il y a la dynamique économique, opérationnelle, enfin les séquences de résultats. Il y a la dynamique de flux. Et là, en l'occurrence, clairement, depuis quelques mois, Louis en a parlé tout à l'heure, mais les flux sont importants vers l'Europe. Et comme l'Europe est un petit marché, en fait, j'allais dire marché exotique, mais comme c'est un petit marché, bien sûr. Quand les anglo-saxons mettent $1 dans le marché européen, c'est 5 fois plus sensible que les marchés américains. Donc les flux peuvent avoir un impact très très important. Et alors sur les small et les mid cap, on n'en parle même pas. Et puis la troisième, tout le monde est encore sous-pondéré sur l'Europe. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est globalement les investisseurs globaux et même les Européens. D'accord. Qui sont partis effectivement quand on a vu la sous-performance, la fin de sous-performance énorme de la fin de l'année dernière, et on lisait partout que l'Europe s'était terminée, qu'il fallait aller chez Trump parce que Trump allait relancer son économie et que sa croissance. Et cette phase de capitulation sur l'Europe. Voilà, exactement. Et le troisième moteur, qui est fondamental, mais qui est aussi dit au résultat, c'est les valos. Je dirais les valos. Alors ça marche pas toujours, mais il y a toujours.
historiquement, on va dire, il y a toujours des exagérations à la hausse et à la baisse sur les niveaux de valorisation, mais il y a un moment... On finit toujours payé à la moyenne, quoi. On revient à la moyenne, exactement. Et aujourd'hui, je pense que le mouvement est enclenché pour revenir un peu à la moyenne sur le marché européen, alors qu'aux États-Unis, c'est très très cher. Enfin, tout à l'heure, on évoquait, est-ce que c'est normal que les marchés américains soient remontés aussi fort? Bon, honnêtement, on est remonté au niveau d'il y a 4 mois. Les GAFAM ont emmené ce mouvement, hein, alors, d'ailleurs. une fois de plus, c'est les Max 7, en l'occurrence, ont emmené ce mouvement. Hein. Oui, parce qu'il y a des investisseurs qui vous disent les Max 7, les droits de douane, ils s'en fichent. Bah ouais. Donc leur croissance, elle va rester élevée, donc il n'y a pas de raison de les faire baisser. Mais en attendant, par rapport à il y a 4 mois, la croissance du PIB est moins élevée, la visibilité est moins élevée, les droits de douane sont plus élevés, et les PE sont pratiquement plus chers qu'il y a 4 mois. Donc on a des marchés américains qui sont très chers, on a des marchés européens qui finalement sont assez conformes à l'historique, avec une dynamique qui est très résistante, et puis effectivement des moteurs de performance l'année prochaine qui vont peut-être être meilleurs parce qu'on va être tiré par des plans allemands, parce que on a des déficits budgétaires aussi qui sont moins élevés parce qu'on parle toujours des déficits budgétaires français. Mais nous, exactement. On voit ça avec le prisme franco-français, et du coup, on rate la big picture, qui est une amélioration quand même continue des finances publiques pour un grand nombre de pays en Europe. Donc en fait, la situation européenne est pas si mauvaise que ça. Bon, on a encore un peu de marge sur les banques centrales, donc potentiellement aussi on a des moteurs là-dessus. Donc on a quand même une dynamique européenne qui est pas mauvaise, une dynamique américaine qui est moins bonne, et puis qui intéresse moins en plus les investisseurs. Donc on a aussi une psychologie. Ce mouvement. Il y a plein de moteurs potentiels qui font que, à notre avis, il y a de la place pour que l'Europe continue de surperformer. Moi, j'adore l'histoire. Le problème, c'est que tout le monde me raconte la même, quoi, maintenant. Non, mais ça devient très consensuel quand même. Non, Nicolas? Je sais pas, parce que le consensus s'exprime par rapport aux gens que vous interrogez. Oui. Vous avez fait un tour aux États-Unis et il y en a quand même 80% qui se fichent complètement de ce qui se passe en Europe. Je vais vous dire, même chez l'investisseur particulier américain, c'est 100% même pas. qui vous dit même que pas. C'est les actions US, c'est Nvidia, c'est Palantir, Amazon et rien d'autre. Hein. Si on est dans un mouvement de court terme et de réajustement après un excès pro-américain, c'est bien, je reprends Louis, et on ne boude pas notre plaisir. Pour que ça aille plus loin et que ce soit un cycle, il faut aussi que l'Europe se bouge le popotin. Oui. On a une banque centrale qui ne fait pas d'erreur. Ça n'a pas toujours été le cas. Elle a fait le job. Si elle s'arrête après avoir passé les taux de 4 à 2, and so what? Qu'ils aillent à 1,75 ou à 1,5, qu'est-ce que ça va changer? Il y a un pilote dans l'avion et une institution monétaire qui fait le job. Ouais. Il y a davantage de dialogue politique. Et on surjoue le côté allemand de la chose. Mais pourquoi on le surjoue? Parce que c'est les seuls qui sont crédibles. C'est les seuls adultes dans la pièce. Oui. Donc attention, il y a ce risque aussi s'agissant de l'Allemagne. On y croit, moi j'y crois, hein. Mais que ça soit un concept qui va plus séduire les financiers que les Allemands eux-mêmes. Ah bah oui, hein, oui, gros débat en Allemagne, et attention au capital politique de Friedrich Merz qui a peut-être déjà été bien entamé. Le point qui serait extrêmement important pour nous convaincre et convaincre les investisseurs non européens, c'est qu'il y a un phénomène un peu d'entraînement sur les opinions publiques et sur le consommateur européen. Parce que lui, il a 16% d'épargne. 18 ici, 13 par là, il y a de l'épargne. On est prudent par nature, par culture, par religion parfois, mais on est prudent et on a la pent-up demand s'est reconstituée, les taux baissent, le coût de l'énergie baisse, le pétrole baisse. Bon, c'est pas encore toujours visible pour le consommateur final, mais enfin, en euros, le pétrole cette année, sur 5 mois, c'est moins 20%. Donc, il y a des données qui, macroéconomiquement, devraient être favorables. Mais pour l'instant, est-ce que ça produit un effet favorable sur la consommation des ménages? Franchement, on veut le voir pour y croire. Hein, pour attirer le capital, il ne faut pas juste qu'on fasse moins mal que l'autre. Il faut aussi qu'on ait une dynamique interne. Quant aux États-Unis, quand tout va mal, pour l'instant, ils montrent qu'ils sont réactifs et adaptables. Ils sont juste devenus tellement arrogants. Ça s'est traduit par cette notion d'exceptionnalisme américain qui peut-être a signalé
un pic historique. Et puis après, on va voir. Mais bien sûr, on a envie d'y croire. Mais attention, ne nous y trompons pas. L'Europe dont on parle, l'Europe financière boursière, réalise 45% de ses résultats hors d'Europe. Le monde coté est indissociable en Europe de ce qui se passe aux États-Unis, en Chine et dans les émergents. Même dans les... C'est une zone très ouverte. Donc, on a quand même besoin qu'il y ait du calme à peu près ailleurs. J'entends. Un mot pour finir, J'ai Damien. juste deux petites remarques. Quelque chose qui a un détail, mais qui a un détail qui peut quand même nous dire quelque chose, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de grandes conférences dans les 2 semaines qui viennent de passer, et on nous dit qu'il y a 40% de plus d'investisseurs américains. Oui, bien sûr. Steven Schwarzman, Blackstone nous dit, nous, ça va être 500 milliards pour l'Europe. Oui, donc tout le monde. Donc il y a quand même un petit peu d'intérêt. Il y a un petit peu d'intérêt. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Louis Defels, Gaël Hussac Gestion, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Damien Charlet, Mandarine Gestion, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème ce soir qui nous permet de sortir un petit peu de la logique du marché ou du day-to-day sur les marchés financiers pour rester dans la sphère financière et évoquer les enjeux du métier de gérant d'actifs du point de vue d'un recruteur de gérants. Et c'est Sébastien Masson qui est à mes côtés, senior advisor chez Norman Alex. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Ravi de vous accueillir dans cette émission-là. Dites-nous d'un mot ce que fait Norman Alex. Je précise, on se connaît depuis quelque temps, Sébastien, vous avez une longue carrière dans l'industrie de la gestion d'actifs, vous avez occupé différents postes, vous avez été fundraiser à un moment, c'est ça Sébastien. Bref, vous connaissez bien les arcanes de cette industrie de la gestion d'actifs, mais aujourd'hui vous êtes plutôt dans un poste de recruteur, c'est ça chez Norman? Oui, exactement, j'ai fait 30 ans dans l'industrie financière en général et je suis conseiller chez Norman Alex depuis maintenant 2 ans. Ouais. Norman Alex, une société, donc un cabinet de recrutement qui est plutôt spécialisé sur tous les métiers de la finance, plutôt même au sein des métiers de la finance sur tout ce qui est family office, banque privée, et présent au niveau international puisque nous avons des bureaux aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe évidemment dans les principales villes. Voilà. Superposition pour suivre l'évolution de ces métiers de la finance, Sébastien, l'évolution du métier de gérant d'actifs. Sur quels critères vous recrutez des gérants d'actifs aujourd'hui pour le compte de vos clients? Autrement dit, qu'est-ce que vos clients cherchent quand ils vous demandent à vous d'aller recruter un gérant d'actifs? C'est quoi le métier d'un gérant d'actifs à l'heure de la gestion passive et des ETF à tout va et à l'heure de l'intelligence artificielle? Alors, les ETF sont une spécificité de l'industrie financière. L'IA bouleverse tous les secteurs, tous les métiers, et la gestion d'actifs ou l'industrie financière est pas en reste, évidemment, de ce point de vue-là. Non, le métier a complètement changé, mais comme beaucoup de métiers qui sont même pas dans la finance. Et donc j'assiste aux premières loges effectivement à ce bouleversement, puisque moi, comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui sont des bons souvenirs déjà depuis 2 ou 3 ans dans ce métier. Mais en fait, en clair, donc les gérants pourraient donc répondre à ces questions-là, parce que c'est effectivement le cœur du réacteur dans tous ces métiers dans l'investissement, c'est le gérant. Donc, on peut tourner le truc dans tous les sens, c'est vraiment le gérant. Et en fait, il s'avère qu'il y a 3 types de gérants. Donc on va en évacuer 2, parce que il y en a un qui reste bien dessus. Il y a les gérants qui sont sur les marchés qu'on dit en fait privés, sur des marchés qui ne sont pas listés. Et là, dans ces cas-là, on est sur du private assets. Et dans ce cas-là, on va dire que le métier change assez peu pour le moment. Alors, on se reverra peut-être dans les années qui viennent, mais en tout cas, il change donc assez peu pour le moment, où finalement les critères sont toujours les mêmes: expertise, savoir-faire, expérience, le track record, et puis les réseaux. Parce qu'effectivement, chaque matin, la grosse différence entre les marchés listés et les marchés non listés, c'est qu'il faut créer son marché. Le gérant sur le listé, il arrive, il allume Bloomberg. Il y a la vérité quotidienne des prix en permanence. Donc, il a les 7 notes comme dans la musique, il a les 7 notes, et puis il faut qu'il fasse son truc. Donc ça, c'est le premier qu'on évacue. Donc en sphère privée, on évacue au sens large, mais actifs non cotés. Vous dites le métier de gérant, pour l'instant, reste à peu près intact. Il est à peu près intact. Il y a évidemment des outils qui aident à la décision, etc. Évidemment, de plus en plus. Mais c'est quand même un métier où on reste quand même sur des basiques
technologies qui sont les mêmes qu'il y a quelques années. Le second, c'est sur les marchés listés maintenant, et on arrive dans un degré d'efficience plus important, parce que c'est l'efficience tout ça. Les marchés de nos côtés ne sont pas efficients, ne sont pas encore trop efficients. Et ensuite, on a effectivement les marchés listés. Alors sur les marchés listés, il y a tous les gérants de hedge funds, qui sont de plus en plus nombreux. Et là, effectivement, ils se battent contre une performance absolue. Ouais. Donc là, pour le coup, on reste à peu près sur la même chose. On cherche encore l'expertise, on cherche le savoir-faire, on cherche les réseaux, là aussi, parce qu'il faut effectivement trouver des sources de valeur, non pas si on est sur du listé, mais effectivement on n'est pas sur des allocations d'actifs qui sont déjà faites. Et là, en l'occurrence, le métier change moins. Alors il y a des trends très importants des gérants très classiques qui viennent sur le private asset et sur les jeunes, mais en tout cas, dans les recherches, pour revenir au recrutement, on est sur la même chose. La question, le sujet principal, c'est là aujourd'hui, quand on est, et ça représente quand même, c'est ça qui est important, c'est quand même 80-90% des encours gérés au niveau mondial. J'ai pas le chiffre parce que les chiffres on en a plein. Ouais, mais l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 80-90%. Ce sont des gens qui se battent contre le marché, qui, et on va mettre de côté les bons sentiments et tout ce qui est vanille fraise, mais qui à 90% sont battus par les ETF et qui passent effectivement leur vie à gérer activement pour battre, donc d'une part le marché, mais ça fait déjà 20 ans que ça dure, de façon très difficile, pour pas en rajouter, et deux, il faut qu'ils battent maintenant les outils qui sont bâtis, qui doivent aussi battre le marché, et qui marchent pour la plupart. Des outils systématiques, hein, c'est ça. Alors des outils d'IA, alors on dit IA, mais en fait c'est la gestion quantitative, qui a commencé, donc les pionniers là-dedans, c'est donc BlackRock, c'est donc JP Morgan, qui depuis des années font effectivement ce genre de choses, et qui ont amélioré au jour le jour. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut battre aussi ces outils qui sont des outils d'IA et qui permettent effectivement d'être aussi un indicateur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, donc derrière, on a des profils de gérants qui, s'ils ne font rien, s'ils restent effectivement sur le profil de expertise, savoir-faire et même on va dire track record, ils pourront pas battre. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une inutilité qui est importante. Alors, on a effectivement toujours des remplacements. On a des postes ouverts aujourd'hui sur des gens classiques. Et donc là, il y a une pyramide des âges naturelle, j'allais dire, qui fait que ce marché du recrutement reste un marché qui tourne. Il y a une forme de récurrence de ce point de vue-là. Et puis c'est comme tous les métiers, il y a une inertie très importante, c'est-à-dire ça tourne comme ça. Bon, si je prends, je suis volontairement en fait provocateur et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, mais donc il s'avère que je suis je m'intéresse au sujet depuis assez longtemps et je discute avec beaucoup de gens qui font donc justement tous ces outils d'aide à la gestion de façon intuitive maintenant, qui sont sélectifs de titres pour mettre dans des portefeuilles, etc. Il y a même des gens qui aujourd'hui, je vais vous donner, enfin je pense que vous le savez, parce que vous êtes là tous les jours, mais il y a des gens qui vont aller chercher avec des outils d'intelligence artificielle, avec un décalage de 2 à 3 secondes, exactement les investissements qui sont faits par les meilleurs fonds dans des configurations de marché. Et du copy trading, quoi. Du copy trading, mais avec des écarts de temps qui sont plus réduits. Sur des configurations de marché, parce qu'il y en a qui sont très bons sur des marchés particuliers, pour pas rentrer dans les détails, et puis d'autres qui sont très bons dans d'autres, et qui vont faire ça. Donc à l'arrivée, qu'est-ce que vous voulez battre avec un gérant, même qui travaille 12 heures par jour, avec la régularité d'un diesel? C'est pas possible. Voilà. Donc là, on a effectivement 3 axes qui sont assez importants. Pour réinventer ce métier, pour pas se faire engloutir, c'est ça. Pour répondre à des demandes de gérants. Alors, il y a un truc que j'ai appris depuis 2 ans, c'est que je donne pas de nom. Alors, je donnais les noms pour les gens, les pionniers, mais de noms de gens évidemment. Mais oui, de noms de société. Oui, j'entends bien. De gens. J'entends bien. Et en clair, il y a 3 axes. Il y a le premier, c'est qu'on cherche des gens qui sont qui connaissent le métier, c'est-à-dire qui font ça depuis des années, qui ont l'expérience. Donc l'expérience, ça compte encore quand même. Ça compte quand même. D'accord. Il faut savoir ce que c'est que de gérer. Bon, mais c'est plus du tout suffisant. Voilà, c'est plus du tout suffisant. Voilà. 2, c'est évidemment des gens avec des compétences technologiques aujourd'hui, qui savent ce que c'est que du machine learning, qui ont donc une notion de la data, qui vont chercher des data alternatives, parce qu'il s'agit de comprendre les IA, il faut comprendre tout ce qui est logiciel, justement, donc d'aide à la décision, pour justement les compléter, apporter de la valeur. Il y a des gens, là aussi c'est un autre exemple, qui sont en train de faire des choses aujourd'hui très intéressantes, qui vont chercher effectivement les corrélations quand un nom de société, on est toujours sur un marché listé, donc sort de façon intensive sur les réseaux sociaux. Et en fonction de ça, il y a des choses qui sont mises en place. Donc il faut que le gérant aujourd'hui, il connaisse pour pouvoir donc comprendre, donc décortiquer, implémenter des nouvelles choses afin de faire la performance. Parce que
à l'arrivée, à la fin de la journée, c'est de la création de valeur. Ouais. Il faut fabriquer de la valeur tous les jours. Et donc, c'est pas en faisant l'indice moins les frais de gestion, voilà, parce que c'est ça le sujet, en fait, qu'on crée de la valeur. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et il y a de plus en plus de gens qui ont effectivement... Alors, on va pas chercher des gens qui vont se former à faire ça. On va chercher des gens qui sont déjà opérationnels, déjà formés, bien sûr. Et qui connaissent et qui voient un petit peu donc le meilleur des deux mondes. Et puis, il y a un troisième axe qui est qu'il y a un axe humain. Parce que finalement... Donc Norman Alex, on fait du recrutement, on fait aussi du conseil en M&A. Et le facteur clé, c'est le facteur humain dans tous ces métiers-là. Et le facteur humain pour un gérant est très important, donc à deux niveaux à mon sens. Le premier, c'est qu'on a des gens qui doivent être experts en fait en contextualisation. C'est-à-dire qu'il faut remettre dans son contexte toutes les choses. Tout ce qui est géopolitique, macroéconomie, donc prise de décision dans des voilà, donc tout ça, c'est un humain qui peut faire ça. Donc ça, c'est donc très important et c'est un facteur. Il faut des gens qui soient très réactifs, qui soient là. Donc j'aime pas trop le terme agile parce que tout le monde dit il faut être agile, etc. Mais qui puissent effectivement, in fine, prendre des décisions. Et puis deux, on cherche de plus en plus des gens qui incarnent complètement leur gestion. C'est fini le gérant dans son coin qui veut plus voir les clients, qui fait son truc, sa sauce, tout ça. Ça aussi, mais en première ligne aujourd'hui ? Là maintenant, c'est en première ligne. Il faut des gens qui soient pas product spécialistes parce que ça c'est autre chose, mais il faut des gens qui soient capables d'avoir un contact, on va dire, c'est pas commercial, mais de communication, pour pouvoir expliquer, raconter une histoire et pouvoir incarner complètement la gestion, que ce soit évidemment plutôt des institutionnels. Je vous rappelle qu'on parle vraiment des gérants qui sont sur les 80%, c'est le bulk du truc. Ceux qui viennent tous les jours ici. Voilà, je confirme. Exactement. Et donc voilà, et donc qui vont trouver. Et donc moi je mets un peu les pieds dans le plat parce que c'est vrai qu'on dit très souvent, oui, mais alors il y a des périodes sur lesquelles les indices. Non, et quand on prend vraiment, et c'est très simple maintenant avec l'intelligence artificielle, vous prenez tous les indices sur toutes les zones, sur toutes les périodes, c'est l'indiciel. C'est très compliqué. Dans l'univers notamment des grandes capitalisations cotées. Je pense encore, mais vous me corrigez si je me trompe, que dans des segments de marché un peu plus niche, alors ça va des micro-caps aux small-caps, peut-être que les mid-caps aujourd'hui c'est déjà un marché un peu plus efficient, et puis sur le crédit aussi, là on parle du monde action, mais j'ai l'impression que sur le crédit, là la pure gestion active est encore capable de battre des indices. Oui, parce mais sans doute que dans l'univers large cap. Alors dans la gestion, et puis en plus dans la gestion du crédit aujourd'hui, il y a toute une part, il y a toute la possibilité de pouvoir rentrer sur des titres non listés. Oui, en plus d'avoir des actifs privés aussi. Tout ce qui est privé, c'est un énorme marché. Mais pour conclure là, sur les mutations de ce métier de gérant, oui, c'est des profils beaucoup plus hybrides que vous recrutez aujourd'hui, avec une dose d'expertise. Et moi, c'est vrai que souvent, c'est une question que j'aime bien poser aux gérants, notamment quand ils sont spécialisés sur des thématiques très pointues, liées à la robotique, la biotech, la medtech. Ça peut amener très très loin quand même dans l'analyse. C'est pas juste les ratios financiers de l'entreprise. D'ailleurs, parfois, il y en a pas. Donc, c'est un besoin d'expertise. Presque de doctorants dans certains domaines. Et donc cette hybridation là, c'est quelque chose qui protège quand même le métier du gérant. La hybridation, c'est les trois facteurs dont je vous ai parlé. C'est le classique, la base classique, donc tout ce qui est technologie, tout ce qui est IA. Et troisième, c'est le facteur humain sur le devant. Et le quatrième, c'est effectivement la spécialisation. Parce que là aussi, c'est pas très original. Dans tous les métiers, les gens sont de plus en plus spécialisés. Et quand vous avez un gérant qui est spécialisé sur un secteur, il va apporter de la valeur sur les valeurs cotées de son secteur, justement. Voilà. Bon, il nous reste 15 secondes. Ça recrute ou pas en ce moment ? Ça recrute, oui, bien sûr. Mais ça recrute ça recrute tout le temps. Parce que là, on parle effectivement de la masse où il y a un turnover très important. Maintenant, effectivement, on a pas mal de ces gérants-là qui veulent arriver sur tout ce qui est non listé et où ils apportent plus de valeur ajoutée parce que c'est humain et c'est pour retrouver en fait ce qu'on avait les caractéristiques de leur métier premier. Mais en fait, croyez-moi, dans les années qui viennent, on se reverra sur le marché. Pour parler des mutations du non coté. Bien sûr. Parce que là, on va arriver sur des choses intéressantes. La gestion d'actifs non cotés va elle aussi subir ces mutations. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu parler du métier de gérant d'actifs. C'est un des sujets qu'on traite dans cette émission également. Sébastien Masson, Senior Advisor chez Norman Alex, c'était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.